Bonjour à tous. Je vois que les gens nous rejoignent petit à petit. Excusez-nous pour les quelques minutes de retard. On est en train de faire des petits réglages techniques avec Arnaud et nos interlocuteurs aux États-Unis. On attend encore deux, trois personnes qui sont en train de nous rejoindre. Je crois que c'est Kylian et Valérie. Voilà. Je crois que tout le monde est à peu près là. Après, s'il y en a qui nous rejoignent, ils nous rejoindront. Bonjour à tous, donc bienvenue pour cette dégustation un peu spéciale en Bourgogne. Je vois même Romain et Karine, bonjour. Salut. Bonjour à tous. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous rejoindre, ça nous fait super plaisir de passer ce moment avec vous. L'idée, c'est d'interagir avec le vigneron, en l'occurrence Arnaud Bouet, et de déguster ensemble, pour ceux qui ont la chance d'avoir quelques bouteilles, de déguster les vins et de poser des questions. Voilà, c'est un moment qui est fait pour vous, pour passer un moment avec Arnaud, que vous voyez là en vidéo avec ses bouteilles dans son chai, en direct de son chai. Et on a aussi deux personnes que vous voyez, alors ils s'appellent tous les deux sur les écrans Mathieu Célérier, parce que c'est deux ordinateurs de Mathieu. Mathieu, c'est pour vous dire, c'est l'importateur des vins d'Arnaud Bouet aux États-Unis depuis le début de la société, qui fait un super boulot. Il est côte est, Philadelphie, commence à se développer aussi côte ouest en franchise. Et on a aussi Eric. Hello, Eric, who is one of the clients of Mathieu. He's the owner of a country club where he has a client and who buy the wines from Mathieu regularly because they enjoy the wines. So welcome, Mathieu, Eric, et Mathieu qui parle français, qui est un français aux États-Unis. Voilà. Bienvenue à tous. Je vais laisser la parole du coup à Arnaud par rapport pour peut-être refaire un petit tour d'horizon, parce que je vois que la plupart des gens qui sont là sont quand même soit des actionnaires, soit des personnes qui ont participé à l'un des projets d'Arnaud. D'ailleurs, ce n'est pas un scoop, mais dans les actionnaires, que vous sachiez que Mathieu, vous avez reçu un mail récemment, Mathieu va, si vous l'acceptez, rentrer au capital de la société pour pérenniser un petit peu la relation de long terme avec la société. Donc, c'est une très bonne nouvelle, on est très contents. Et on espère que tous les actionnaires vont accepter ça. Bon, a priori, il n'y a pas de raison, c'est hyper positif, donc je pense que tout le monde va l'accepter. Vous allez recevoir un mail prochainement. Et peut-être en introduction, Arnaud, pour ceux qui ne connaissent pas la société, expliquer un petit peu ta manière de travailler, la différence entre un domaine qui exploite des vignes et un négociant vinificateur, ce que tu es. Parce qu'il faut savoir qu'en Bourgogne, ce n'est pas très simple de même juste de pouvoir exploiter des vignes. Donc Arnaud, en fait, il achète du raisin à des personnes qui cultivent la vigne selon son cahier des charges à lui. Et ensuite, il vinifie les raisins et il en fait du vin. Donc c'est ce qu'on appelle un négociant vinificateur. Voilà. Je n'ai pas dit de bêtises, Arnaud? Non, jusque-là, ça va. Alors, je ne suis pas en. Le background, là, c'est fake. Je ne suis pas au milieu des vignes en Bourgogne, ne vous inquiétez pas. Je suis confiné chez moi. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci d'être déjà avec nous un peu ce soir. Voilà, en effet, il y a un certain nombre de gens qui me connaissent déjà, au moins virtuellement et par papier. On ne s'est pas forcément tous encore rencontrés, mais voilà, qui connaissent un petit peu la maison. Pour ceux qui l'auraient oublié ou qui ne connaissent pas, donc moi j'ai repris une structure qui avait été créée via la plateforme OneFunding. Moi j'ai repris ça en 2018. Donc la société à l'époque n'avait pas encore pris son envol, et depuis 2 ans, donc on vient de boucler le deuxième exercice. On a beaucoup développé de choses. Et en effet, comme le disait Mathieu, n'ayant pas de famille de vigneronne en Bourgogne, et donc pas la chance d'avoir un héritage parcellaire, il a fallu, après avoir travaillé dans beaucoup de maisons de différents types, de différentes tailles,
avec différents modes de culture en Bourgogne. Voilà, on a tous cette envie d'avoir des vins à nous. Et donc voilà, n'ayant pas cet héritage-là, il a fallu trouver une société, un système pour pouvoir vinifier ses vins et avoir son style. Et donc, je me suis orienté vers une structure de négoce vinificateur, où je suis négociant, ce qui n'est pas un gros mot, alors que ça l'est pour beaucoup de monde. Voilà, négociant, on peut aussi travailler de petits artisans, être de petits artisans avec des petites productions et faire de la qualité. Et donc, voilà, aujourd'hui, pour être justement un négociant de qualité, il faut être au plus près des producteurs à qui on va acheter des raisins. Donc, moi, je passe un petit peu de temps. Alors, bon, cette année, c'est un peu particulier parce qu'on a un peu du mal à voir les gens et à se déplacer, mais usuellement, je passe beaucoup de temps dans la vigne pour choisir les itinéraires techniques, savoir ce qu'on va faire, dans quel style on veut le faire. Après, je serai ouvert à toutes vos questions pour les détails de culture, d'élevage, de vinification. Voilà, au fur et à mesure, je ne vais pas vous faire un cours magistral sur la vinification. Donc, voilà, excuse-moi là, de préciser, Arnaud, je vais juste interrompre 2 secondes. Comme il est assez modeste, je vais le présenter un petit peu aussi. Il n'a pas dit qu'il n'a pas créé cette société, ce n'est pas sa première expérience. Il a quand même un petit peu de bouteille, si je peux me permettre de faire le nom de l'événement. C'est-à-dire qu'il a bien bossé une bonne dizaine d'années dans des belles structures de renommée en Bourgogne, où il était très proche de la production dans les vignes, mais également dans la vinification. Donc, il a une bonne expérience, il a un bon réseau aussi de producteurs qu'il connaît bien. Donc, c'est important pour la société d'avoir ces compétences et c'est même indispensable. N'importe qui ne peut pas se pointer en Bourgogne et faire ce que fait Arnaud sans avoir 10 ans d'expérience comme il a, quoi. Voilà. Donc voilà, ouais, parce que tu étais un peu modeste. Ce qui était aussi intéressant voilà, dans mon parcours, c'est surtout d'avoir pu faire plusieurs types de structures, à la fois des domaines qui faisaient du bio, qui faisaient de toute petite production, des très gros négoces, puisque j'ai bossé pour le groupe Boisset, donc qui est le 3e groupe français de vin. Donc là, voilà, beaucoup plus de grosses structures. Et puis un retour avec un autre négociant en domaine qui faisait les deux, qui faisait de la biodynamie, des toutes petites micro-cuvées. Ah, voilà, j'ai pu, par mon passé, faire différentes tailles et différentes choses, un peu de vinification à l'étranger. Donc, j'essaye d'avoir une ouverture d'esprit sur la production. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis au plus près. J'ai un nombre très, très limité de producteurs avec qui je travaille. Parce que je suis pas quelqu'un qui achète sur des coûts. Je veux travailler à long terme avec des vignerons. Donc je travaille avec 6 vignerons à long terme, toujours avec les mêmes parcelles. Et on essaie d'avoir une relation de confiance, c'est-à-dire que si les gens ne sont pas encore bio, on va chercher à leur faire essayer le bio. S'ils veulent pas se convertir sur tout le domaine, on va leur faire un peu d'essais sur nos parcelles pour leur dire vous voyez le bio ça marche. Donc voilà, c'est une relation qui se crée comme ça à long terme et à la fin de la saison les raisins sont ramassés et viennent au chai à Villers-la-Fay pour être vinifiés ici. Voilà, vous en avez quelques-uns derrière, vous avez les cuves, une partie des cuves derrière aussi. Et voilà, c'est vraiment un fonctionnement comme un domaine, de la taille d'un domaine, de la taille d'un petit domaine, mais à la différence près que le foncier n'est pas à moi et reste celui des vignerons avec qui je travaille. Alors moi, je me suis permis de mettre la carte là pour peut-être que situer un petit peu où on se trouve. Ouais. Bon, alors la Bourgogne générale, je pense que tout le monde voit à peu près où c'est. La carte de France, voilà. Donc la carte en France, oui. La Bourgogne, c'est là. Pour les Bordelais qui auraient oublié éventuellement. Donc après, sur la carte de la Bourgogne, on va se trouver nous sur la Côte de Nuits, donc la partie la plus au nord, entre Dijon et Beaune. Et donc si on regrossit encore sur la Côte de Nuits, avec la carte d'après, Maxime. Pardon.
Tu dois pouvoir, voilà, avec la carte d'après, nous, on va se trouver juste derrière Nuit Saint-Georges, dans la petite tache nébuleuse verte qui est en arrière de Nuit Saint-Georges, qui s'appelle les Hautes-Côtes de Nuit. Donc, nous, on est basé dans les Hautes-Côtes de Nuit. Les Hautes-Côtes, pourquoi? C'est le plateau qui est au-dessus de la côte principale. Vous avez vu que la Bourgogne, c'est une toute petite bande très fine de vignobles nord-sud. Et donc, nous, on est situé sur le plateau, juste en arrière. Et on est à 5 minutes de Beaune et à 5 minutes, 8 minutes de Beaune et à 5 minutes de Nuit-Saint-Georges. Donc, on est entre des très beaux terroirs. Voilà, c'est une belle région. Vous voyez, la photo qui est derrière moi, c'est dans les Hautes-Côtes d'ailleurs. Oui. Et c'est une des parcelles de. Tu vas chercher du raisin, je pense. Oui, c'est une des parcelles de Hautes-Côtes. Ouais. Voilà. Et donc, c'est une belle région. Il y a beaucoup de bois aussi autour des vignes. Je vous invite, si vous avez l'occasion, à aller vous balader là-bas. Il y a pas mal des associés qui sont déjà venus. C'est une jolie région parce qu'elle est un petit peu, même si la côte principale est très belle, c'est une région qui est plus variée, où on a encore des bois, un peu de culture, un peu de vignes, et on a des paysages qui sont… Si tu arrives à retrouver la photo de Villers panoramique, je ne sais pas si tu l'as, Maxime, voilà, on a une photo du village où on voit justement qu'on a un petit peu de culture, un petit peu de beaucoup de vignes, évidemment, un petit peu de forêt, et ça reste un paysage qui est plus moins monotone que la côte principale un petit peu en dessous. Voilà, sur cette carte-là, vous voyez les deux petits points noirs avec le logo AB. Il y en a un à Villers-la-Fay, là où on est, et il y en a un autre sur une des parcelles de Haute-Côte, des raisins qui viennent pour la production des Hautes-Côtes. Sur la présentation générale, est-ce que je suis clair? J'ai perdu personne? Est-ce que vous avez des questions qui vous viennent ou… N'hésitez pas à poser des questions. Mettez bien votre micro, parce qu'ils sont souvent sur silencieux. Ils sont tous sur silencieux, vous avez bien fait. Si vous voulez poser une question, n'hésitez pas à… Bon, j'ai perdu personne, c'est déjà pas mal. Donc après, voilà, en termes de culture et zinification, pour aller assez vite, moi je travaille avec des vignerons qui sont dans tous les cas, on va dire, raisonnés, même si raisonner ça veut pas dire grand-chose. Pour la plupart des gens, c'est des gens qui pourraient avoir la certification bio, qui ne la demandent pas un peu par sécurité ou par crainte d'un millésime comme 2016 où il y a beaucoup de bio qui ont pris très cher à cause de la maladie. Mais voilà, c'est des gens qui se gardent toujours à un traitement de secours entre guillemets pour au cas où ça se passe mal. Il se trouve que sur 2017, 18, 19, on a eu des millésimes qui étaient tellement chauds que voilà, c'est des gens qui auraient pu être complètement en bio et ils auraient eu le label. Donc voilà, vous allez voir que sur les bouteilles qu'on va goûter, il y en a une qui est certifiée bio, parce que justement ce producteur-là, lui, va plus loin et a demandé la certification. On va en goûter une qui est en cours de conversion en bio et en biodynamie. Donc là, on cherche encore à aller un peu plus loin que le simple, entre guillemets, hein, parce que c'est pas simple, bio en Bourgogne. Et on va goûter des bouteilles où il n'y a pas de certification, même si moi, je sais que la culture est propre. On n'aura jamais de glyphosate dans les vignes que moi je suis. On a toujours des travails du sol ou de l'enherbement, mais jamais de produits chimiques. Et les traitements sont, on va dire, ce que je vous disais tout à l'heure, à 90% en général compatibles avec le bio. Voilà, je vous ai mis une petite photo, celle-là elle est assez rigolote, justement d'un vignoble à gauche, ce qu'on veut pas du tout, d'un vignoble glyphosaté avec des sols qui sont complètement morts, complètement tassés et qui vivent pas, et un vignoble sur la montagne de Corson, à droite, voilà, avec des sols qui sont nettoyés avec un travail du sol et où on n'a pas de produits chimiques et la seule gestion de l'herbe, c'est une gestion voilà, mécanique. Donc c'est un petit peu une illustration de ce qu'on veut versus ce qu'on veut pas. Voilà. Et ensuite, au niveau des vignes, oui. Ensuite, au niveau des vendanges, comment tu t'organises? Alors, au niveau des vendanges, après, on travaille avec les vignerons. En général, c'est les équipes des vignerons qui ramassent, parce qu'en général, une partie de la parcelle,
va chez le vigneron, puisqu'il fait, lui, enfin, le vigneron ou les vignerons font leur bouteille. Donc, ils vinifient, ils vendangent la parcelle et moi, je récupère une partie des caisses pour ramener au chai chez nous. Donc là, vous avez la parcelle de Côte de Nuit Village qu'on va goûter tout à l'heure, qui est située sur la commune de Comblanchien. Et donc, une fois arrivé au chai, on a une vinification qui est des plus naturelles. Il n'y a pas de levurage, pas d'enzymage, pas de produits autres qu'un petit peu de SO2, donc les sulcites, hein, ceux qu'on vous marque sur la bouteille, parce que j'ai pas envie de faire des vins nature. Mais voilà, on ne met rien pour l'aide à la vinification. Là, ce que vous voyez dans la cuve, c'est uniquement du gaz carbonique sous forme de neige qui nous permet d'inerter et de protéger les mous de l'oxydation. Mais bon, voilà, c'est du gaz carbonique, c'est pas un produit chimique. Donc, c'est les seuls, le SO2 et un petit peu de gaz carbonique comme ça, c'est les seuls intrants qu'on va pouvoir trouver chez moi. Donc, des vinifications qui sont des plus naturelles. On est en termes de. Il y a une petite vidéo là où il y a la neige carbonique. Tu peux peut-être expliquer à quoi sert la neige carbonique? Bah, en fait, c'est ça. C'est donc la neige carbonique, c'est les petits glaçons que vous voyez sur les côtés. Et quand ça touche le jus de raisin, on repasse du CO2 solide qui est à moins 32 degrés, je crois, de mémoire, à un CO2 gazeux, donc qui va nous faire qui est plus lourd que l'air, donc qui va faire une chape de gaz au-dessus des raisins frais et qui évite que ces raisins frais qui ne fermentent pas encore soient attaqués par l'oxygène. Voilà, c'est à la fois ça rafraîchit un petit peu, mais surtout ça protège de l'oxydation. Nous, on l'utilise surtout pour la protection de l'oxydation, puisqu'il en faudrait énormément pour arriver à faire du froid correctement dans une cuve. Après, les cuves sont aussi refroidies, par ailleurs. Non, les cuves sont pas refroidies. Par contre, on a une pompe à chaleur qui nous permet de pouvoir à l'envie faire du chaud ou du froid selon les besoins techniques de l'avandage. Donc ça, c'est une régulation. Pardon? On les voit d'ailleurs, les cuves derrière toi? Voilà, les cuves qui sont derrière, c'est des cuves à simple paroi, donc c'est vraiment des contenants tout bêtes. C'est des cylindres avec un fond plat. On peut pas faire plus simple comme cuve. Moi, j'avais tenu à acheter quand j'ai repris la société, à mettre un petit peu d'argent dans l'achat de cuves en inox parce que c'est propre et ça permet de faire du bon boulot, mais les plus simples possibles parce que ça se mesure bien, parce que ça se travaille bien, c'est facile. Et donc, mais par contre, voilà, on n'a pas de technologie entre guillemets sur ces cuves-là. Okay. Très bien. Et donc voilà, après sur la vinification, donc c'est très simple. On travaille au plus possible avec des pigeages, voilà, avec des très jolis mollets très élégants. Tu fais du rugby. C'est ça. Oui, j'ai pas fait de la danse classique, mais ça se voit un peu. Donc on travaille voilà avec des pigeages au pied, des remontages, un mix un petit peu des deux méthodes d'extraction. Et on essaie toujours de faire des vins. Tu as lavé tes pieds avec un gel hydroalcoolique, hein, j'espère. Bah, c'était avant le Covid, mais oui, en général, on essaie d'éviter de courir dans la boue avant. Ouais. Voilà. Et l'intérêt de ça, c'est que en fait, c'est beaucoup plus doux que d'autres pigeages avec des appareils en métal plus durs. C'est à la fois plus doux et c'est surtout beaucoup plus sensoriel en fait. Parce que quand vous plantez un pijou, on appelle ça un pijou, en bois ou en métal ou n'importe quoi, vous n'avez pas de sensation. Alors que quand vous mettez les pieds dans une cuve, vous sentez s'il y a des poches froides, si c'est froid, si c'est en train de pétiller, si c'est en train de commencer à fermenter, s'il y a du chaud quelque part. Enfin voilà, on a une bien meilleure sensation de la cuve et de ce qui s'y passe qu'avec un matériel qui serait pneumatique ou juste manuel, mais qui serait via un outil. Donc voilà, on fait des choses assez naturelles. On fait des extractions qui sont assez douces, puisque ce qu'on veut, et on va le goûter après dans les vins, on essaie d'avoir des vins qui sont plutôt sur la finesse, sur l'élégance, que sur une surextraction qui serait plus rhodanienne que bourguignonne. Voilà, c'est pas mon style, moi on va chercher plutôt la fraîcheur. Je pense que les consommateurs qui connaissent mes vins, Mathieu
et d'autres pourront confirmer que voilà, on cherche plutôt des choses assez fines, assez élégantes, puisque pour moi, c'est quand même la signature des Pinots Noirs et des Chardonnays, qui sont les 90% les monocépages de la Bourgogne. Donc voilà, on fait des extractions qui sont assez douces, assez longues. On fait des cuvaisons qui sont autour de... J'ai mon tableau des 2019, on a cuvé 27 jours en moyenne. Donc voilà, c'est des cuvaisons qui sont assez longues. Et puis un élevage de 12 mois dans des fûts. Quasiment, bah oui, non, c'est même pas quasiment, c'est 100%, enfin c'est 0% bois neuf, c'est 100% des fûts anciens pour justement ne pas marquer les vins et ne pas suraromatiser nos vins. Juste en complément de ce que tu disais là sur l'extraction, la cuvaison, je pense que là tout le monde, les gens que je connais en tout cas, ils connaissent suffisamment le vin, c'est peut-être évident pour tout le monde, mais peut-être pas, enfin pour la plupart des gens, mais peut-être pas pour tout le monde. C'est qu'en fait, l'extraction, c'est pour extraire, quand tu dis extraction, c'est pour extraire tout ce qui est couleur, arôme et tout ça qui est dans la pellicule, parce que les pulpes des raisins rouges, elles sont incolores. C'est ça, puisque les raisins rouges, enfin en Bourgogne, sont des raisins à chair blanche et la couleur est dans la pulpe et dans la peau, pardon. Et donc, comme on fait macérer le raisin entier en rouge, l'idée c'est de transférer le maximum de couleur de la peau jusqu'au jus et d'extraire des tanins qui sont à la fois dans la peau et dans les pépins, mais on essaie d'éviter de taper sur des pépins, pour en extraire une structure tannique qui soit la plus homogène et la plus souple possible, en tout cas pour moi, sans avoir des choses un peu trop massives. Après, c'est vraiment un style de vigneron et c'est vraiment un style personnel. Il y a des patrons chez qui j'ai pu travailler qui préfèrent un style justement plus rhodanien, on va dire, un peu plus côte-rôtistique que Clos-Vougeot. Mais pour moi, on perd un peu l'essence de la Bourgogne. Et donc, au début de la cuvaison, le vin, au tout début, il est très clair, il est presque rosé. Et petit à petit, la couleur devient de plus en plus foncée, les arômes. Bah, tu dois avoir une photo de mustimètre, je ne sais pas si tu l'as, la photo avec l'éprouvettes, avec un mou en début de fermentation qui doit être assez peu coloré. Voilà, bah voilà, très bien. Donc là, vous voyez, on est en début de fermentation, le mou est plutôt rose clair. Et à la fin de la fermentation. La densité, là, on est à 1095, C'est ça, c'est les premiers jus. Hein. Voilà. C'est l'encuvage. Et après, vous avez vu le vert tout à l'heure, c'est le mou à la sortie de vinification, qui est d'un joli rouge rubis, typiquement bourguignon. Donc chaque jour, on mesure la densité ici. Et au début, elle est à 1090. C'est la quantité de sucre, en fait. Voilà. Et petit à petit, elle va descendre jusqu'à ce qu'on arrive effectivement à 990 et on considérera que la fermentation sera terminée. Il n'y aura plus de sucre à transformer en alcool. Puisque c'est le sucre voilà, qui est transformé en alcool par les levures durant la fermentation. Donc, pendant toute cette période de la cuvaison, là, pendant les 2-3 semaines dont tu parlais, là, c'est un remontage que tu es en train de faire, je vois. C'est ça, une aération, oui. L'intérêt, c'est de prendre le jus qui se trouve en dessous du chapeau de mare, de le remonter par-dessus le chapeau de mare. Le chapeau de mare, c'est là où les pellicules flottent. Et ça oui, c'est les grappes, quoi. Mare, voilà. Et c'est un chapeau parce qu'il est au-dessus du liquide. Et en fait, pour favoriser le contact entre le liquide et les pellicules, on prend avec une petite pompe le jus en bas de la cuve et on le ramène au-dessus. Et en passant à travers les pellicules, le jus extrait tout ce qui est intéressant dans les pellicules. Donc, au début, c'est des remontages avec un jus très clair et petit à petit, ça devient de plus en plus foncé et de plus en plus aromatique. L'idée, c'est de lessiver les pellicules pour extraire le maximum. Donc, ça peut se faire sous deux façons. Soit on arrose avec le jus, c'est le remontage. Soit, au contraire, on enfonce les parties solides, donc les grappes, directement dans le jus. Ça, c'est le pigeage. C'est ce qu'on montrait tout à l'heure avec les pieds. Donc, c'est un mix. L'extraction, c'est en fonction de chaque millésime, chaque style, chaque appellation. On choisit de faire plus ou moins de l'un, de l'autre, en fonction de ce qu'on met, du produit final qu'on veut et de la matière première qu'on a. On essaie de pondérer ces deux choses. Je vais peut-être pas non plus causer pendant trop longtemps. On va peut-être attaquer la dégustation. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire.
Donc, on va commencer par un blanc. Moi, je préfère toujours faire blanc et puis rouge après. Qui a le vin avec lui? Parce que moi, j'ai reçu une bouteille. Romain, Alors, tu on as a la main un, là? deux. Tu as le blanc? Ouais, j'ai le blanc, ouais. Et Et le rouge. je vais le sortir du frigo. Et j'ai un rouge. Super. Quelqu'un d'autre a un verre là? Vous pouvez lever votre verre si vous l'avez. Non. Ah, Oh, je suis sombre. Agnès, vous l'avez? Oui, Ah, ça c'est du rouge pour l'instant. Vous êtes c'est du déjà au rouge. rouge. Ouais, désolée, j'ai pas le blanc à portée de main là. Ok, pas de problème. Ah, Ben, c'est un rouge qu'on va goûter ce soir? Je pense. Oui, oui, oui. Ah, ben, on pourra le goûter. Je ne sais pas qui d'autre a le verre, n'hésitez pas. Donc, on est sur le Haute-Côte de Nuit 2018. C'est ça. Donc, juste pour toucher un tout petit mot du terroir de ce vin-là, sur les hautes côtes de Nuit, donc c'est vraiment notre terroir, parce que c'est là où nous, on est basé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment un terroir qui marque beaucoup les vins. On a vraiment des terroirs où on est, je vous ai dit tout à l'heure, sur le dessus du plateau. On est au-dessus des carrières de Comblanchien, là où on extrait les dalles pour les habitations, pour les maisons. Et donc, on a très peu de sol en général. Donc, ça va de 40 cm des fois à peine à 1 cm, mais grand max. Et après, on est vraiment sur du calcaire dur, de calcaire de Comblanchien, avec lesquels on fait de la construction. Et c'est pas des petits graviers, quoi. C'est vraiment des dalles de calcaire qui font des kilomètres de long et des kilomètres de profond. Donc, on est sur des terroirs qui marquent énormément en termes de minéralité ces vins-là. Mais moi, c'est ce que j'aime justement parce que c'est vraiment un terroir qu'on reconnaît. C'est quelque chose qui a vraiment une personnalité propre, beaucoup plus qu'un Bourgogne générique. Déjà qu'on va pouvoir faire dans beaucoup plus de régions de la Bourgogne et puis qui ont des terroirs un peu plus souples. Donc voilà, c'est Haute-Côte de Nuit Blanc. Donc là, c'est 100% Chardonnay. On pourrait avoir dans l'appellation, on pourrait avoir un petit peu de Pinot Blanc dans les Hautes-Côtes, mais cette cuvée-là, c'est 100% Chardonnay. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a à la fois beaucoup de fraîcheur et en même temps, on n'est pas sur un vin léger, quoi. Il a une belle matière, il a un côté presque soyeux, gourmand. Parce que parfois, sur des vins de Bourgogne blancs, typiquement les Meursault, on est sur des vins qui sont opulents, plus riches et plus exubérants. Là, on a ce petit côté un petit peu beurré qu'on peut avoir, mais qui est très, très léger, qui amène quand même de la matière. Et heureusement, on a beaucoup de fraîcheur, donc c'est un vin qui est très, très bien équilibré. Moi, j'avais goûté le 2017, là, je n'avais pas encore goûté le 2018, depuis que je l'ai en bouteille. Super content. C'est là où on est. Moi, je suis vraiment content des 2018. Donc, les 2018, il y en a encore une partie qui sont encore dans les cuves pour les rouges, qui sont pas encore en bouteille, à la fois par manque de place et à la fois parce que moi, j'aime bien prendre mon temps pour les mettre en bouteille. Mais par contre, les blancs sont en bouteille depuis septembre, puisqu'on a fait de la place pour les vendanges. Voilà, on commence seulement à les goûter parce que voilà, on est à 6 mois, un peu plus de 6 mois après la mise en bouteille, donc ils commencent à retrouver un petit peu leur allant et toute leur vie. Mais pour un millésime 2018 qui était un millésime très chaleureux, hein, je vais pas vous le rapprendre, vous l'avez vu, c'était très sec, très, très chaud. On a réussi à garder une belle fraîcheur, donc là, avec la date de vendange, avec les terroirs, avec ces terroirs qui donnent une minéralité, donc des vignes qui souffrent et qui conservent leur acidité. Et voilà, c'est ce que j'aime bien moi dans ces Bourgognes Haute-Côte de Nuit Blanc en 2018, c'est que ça reste un joli vin de Bourgogne et pas un vin compoté comme ça pourrait être sur les 2018. Donc on va avoir en effet plein de choses au nez. Là, on a un tout petit peu l'élevage qui marque encore un tout petit peu, je trouve, sur un vin jeune comme ça. Mais là, on est à 0% de bois neuf. Donc c'est vraiment uniquement les vieux fûts, mais qui marquent encore un petit peu. Mais derrière, on va avoir cette note on va avoir ces fleurs blanches, on va avoir ces côtés un petit peu pêche blanche, presque un petit peu abricot, mais en même temps ce côté beurré, comme tu disais Maxime. On a pour un simple Bourgogne entre guillemets,
on a une diversité aromatique qui est quand Ouais. même assez sympa. Et qui apparaît petit à petit à mesure qu'on déguste le verre. En fait, je vois, là, Romain, tu t'es servi juste avant, comme moi aussi, le verre de vin. Au début, ce qui domine un petit peu, c'est ce côté beurré, comme je disais. Et là, maintenant, avec l'aération, on a ces notes vraiment de pêche blanche qui apparaissent. Alors que c'était effectivement dominé au début par une note un peu d'élevage, alors que c'est pas boisé fort, mais c'était un côté beurré. Et en fait, tous les fruits arrivent ensuite à l'aération. Donc, on oublie souvent, et je tiens vraiment à le répéter, les vins blancs, ça peut être intéressant de les aérer. Et à mesure du repas, en fait, le vin, il va raconter des choses différentes. Là, au début, on était plutôt sur des notes beurrées. Maintenant, on a les fruits qui apparaissent. Il y a même des notes un petit peu presque d'agrumes qui amènent de la Après, fraîcheur. les agrumes, ils reviennent plutôt en bouche. On a ce côté, alors on a l'acidité qui nous fait évidemment penser un petit peu plus aux notes agrumes citron, mais on a aussi vraiment ce côté un peu citronné sur la bouche. Et c'est surtout ce qui marque beaucoup, moi, sur ce vin, c'est cette fin de bouche très crayeuse, presque un peu tannique. Enfin, je ne sais pas si vous le ressentez, ceux qui ont le vin sous la main. On a vraiment cette fin de bouche, presque comme si on avait bu du rouge. On a un grain de tanin sur la fin de bouche. Et ça, c'est vraiment ce côté très caillouteux, très minéral des terroirs. Et qui donne vraiment la typicité qui marque ce vin de cette typicité-là. Je ne sais pas si vous le ressentez, ça. Complètement. En fin de bouche, c'est impressionnant. Il y a une texture qui solidifie un petit peu le vin. On n'est pas du tout sur un vin très léger. Ça le solidifie délicatement, mais ça lui donne une véritable structure, une présence en bouche qui est super agréable. Qu'est-ce que tu en penses, Romain, toi qui le dégustes? Est-ce que c'est... J'arrive pas à sentir la texture en bouche, mais j'ai moins l'habitude de dégustation. En tout cas, j'ai été surpris au début parce que quand je l'ai ouvert, alors il est peut-être un peu froid, sortait à peine du frigo, je sentais rien. C'est vrai que là, en le réchauffant un peu et en l'aérant, ça y est, j'ai les arômes qui reviennent. Ah oui, ils sont Notamment prégnants quand même. Ouais. Il vaut mieux qu'il soit un petit peu plus froid au début parce que c'est plus facile de réchauffer un vin que de le refroidir. Donc, c'est toujours plus facile de le réchauffer que de le refroidir. Voilà. S'il est trop froid, vous pouvez le mettre entre les mains comme ça et le réchauffer un petit peu. Et ça va se réchauffer, les arômes vont apparaître. Donc ça, c'est super intéressant. On est mieux que sur des chardonnays d'Australie, là. Romain, il arrive d'Australie tout juste. Là. Il a failli se faire confiner en Australie. Il a été confiné d'ailleurs en Australie un petit peu. Oui, un petit peu, ouais. On a été confinés 14 jours, ouais. Et tu as goûté des chardonnays là-bas? Il y en a des bons, hein? Ouais. J'ai goûté, ouais, on a goûté du chardonnay. Ouais. Et c'était quoi l'autre qu'on a goûté? Mathieu and Eric, I see you were also tasting the white from Haute Côte de Nuit. We cannot hear you, Mathieu, because you need to put the microphone on. Yeah, I'm back. I think you are on a different vintage. Yes, we're actually tasting the 2017 because we pick up once a year. That's it. We can pick more than once. What's the difference, Arnaud, between 2017 and 2018? Ce qui va dominer, alors, ce qui usuellement, je vais parler pour la grande généralité de la Bourgogne, 2018 est un millésime beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus caniculaire que 2017, qui était solaire, mais qui était solaire à long terme, on va dire, sur une intensité moindre, mais voilà, sur une jolie saison. 2018, c'était très sec très tôt et qui s'est poursuivi jusqu'à septembre. On n'a pas eu une goutte d'eau et avec des chaleurs très fortes. Et sur la Bourgogne, ça va donner des choses assez déséquilibrées. On va pouvoir avoir des vins qui sont très concentrés, très alcooleux, qui ont perdu de l'acidité, qui vont pas forcément être un petit peu massifs, ou des vins qui ont été ramassés trop tôt et qui vont souffrir un peu alors il y aura de l'acidité beaucoup, mais ça manquera un peu de matière et d'élégance. Donc là, 2018, on avait vraiment un choix de date de vendange qui était crucial par rapport à 2017, où tout était un peu facile en 2017. Et chez moi, je pense que la distinction sera moindre, puisque nous, on a fait un choix de date de vendange un peu plus raisonné que ceux qui ont laissé traîner. Et donc, on a gardé cette fraîcheur, cette acidité-là pour un 2018. Et du coup, on va avoir quelque chose d'un peu plus opulent, un peu plus gras, parce qu'on a plus de soleil, de matière. Mais le 2017 était déjà relativement riche et intéressant. Enfin, là, je parle sous le contrôle de Mathieu, qui connaît bien.
Et du coup, je pense que l'écart sera un petit peu moindre que dans certains autres domaines qui jouent un peu plus trop la surmaturité des fois. Maybe Eric, you can tell us about the wine in your restaurant or in your country club. Do you serve it by the bottle, by the glass? How is it enjoyed? Hi, everybody. Yeah, so thanks for having me. I apologize for not speaking in French. I'm a savage American and I only speak English right now. But yeah, so I run a country club in Pennsylvania, and this is my second location here in Pennsylvania, and it was during my prior club that I met Matthew and the wines of Arnaud, and yeah, so it's fantastic, and we offer the Au Côte Nuit by the glass, and this weekend we have we're doing a wine tasting. We're trying to figure out all these different ways to engage our members during a very difficult time. And so what we're doing is we're hosting a wine dinner on Zoom, similar to this. We have 100 people signed up for it, which is very exciting. And so what we're doing, instead of just sending everybody home with a single bottle and trying to pair, what I did was I purchased a bunch of 8-ounce jelly jars, and we'll pour 8 ounces of 5 or 4 different wines, including the Au Côte Nuit, and then pair it with a different course each time. So very excited. Clearly our members are very receptive to it. And then the chef and I will host the dinner over the course of about an hour and a half. So yeah, it's super exciting. And I'd also like just to say to Arnaud, I'm a bit of a fangirl right now. I'm so appreciative that I get to meet Arnaud and Maxime, and I can't wait to continue to drink through these wines. So they're fantastic. One of the things that I love about drinking wine is finding great expression, great quality, and then price points to match. And certainly everything that I've drank from Arnaud has hit all of those points exceptionally well, and all of my members feel the same way. Like, I wouldn't be surprised if we sell multiple 5-6 cases of the Au Côte Nuit after Saturday night's dinner. So yeah, you've got a fan advocate in Pennsylvania, that's for sure. It's great that the point, especially in your case, is that it's regular customers, the members of your country club, if I understand correctly, are customers coming regularly. I can imagine that having a good selection of wine is very important for you to give an incentive for your customers to join again. I don't know if you heard that. I'm so sorry, I couldn't hear your question. Okay. Could you hear, Eric? I could not, sorry. Sorry. No, I was just asking, I understand that you're running a country club where you have customers who come regularly to the place. And I believe that you tell me if I'm wrong, that having a good selection of wine is important to give an incentive for your customers to come even more regularly. If they know they will have a good wine at a good value, they will definitely come more often. Absolutely. And, one thing about country clubs is that they're typically not the most adventurous wine drinkers. And, here in America, the pinnacle of expensive wine and status wine is Californian. And it brings me great delight to introduce old world French wine to these members who are reluctant at first or unfamiliar. They think they're well versed in wine, but they don't know anything about French wine.
introduce any of these bottles and have them just gush and walk around the dining room and be able to pair what they're eating, and it really opens their eyes. And the fact that 100 of these members have joined a dinner that's exclusively going to be French wines just really speaks to sort of how their education and their appreciation has really increased over the past year. So yeah, it's a huge value. And I think it's great idea what you're doing. I think it's a great idea, the basket that you are selling. Yeah, thank you. We're very excited. Pour ceux qui n'avaient peut-être, je ne sais pas si tout le monde a tout compris, mais en fait, Eric a mis en place un système de panier. Comme ils n'ont pas le droit d'ouvrir, ils sont confinés comme tout le monde entier, ils n'ont pas le droit d'accueillir des clients. Et donc, en fait, ils ont mis en place des paniers où les personnes viennent chercher un petit panier avec des bons produits, dont des bouteilles de vin. Voilà, c'est une bonne initiative qui a été faite là-bas. Je vois qu'il y a aussi Nicolas M, je pense que c'est Nicolas Mier qui a dû nous rejoindre. On parlait tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais là, Nicolas, de la texture sur le vin blanc. J'y reviens parce que c'est vraiment un point hyper intéressant. On parle rarement de texture sur les vins blancs. Et vraiment, là, ça vraiment. Ça me rappelle aussi, tu me diras si je dis n'importe quoi, hein, Arnaud, mais un vin qu'on a beaucoup apprécié, un Nuit Saint-Georges premier cru blanc, qui lui, pour le coup, a vraiment une véritable structure. Il a une puissance tannique pour un blanc qui est assez incroyable, avec beaucoup de minéralité qui vient de la craie. Et ce qu'on disait sur la texture, ça me rappelle ce vin qu'on avait beaucoup apprécié avec Nicolas, le Nuit Saint-Georges premier cru en blanc, qui est en plus très rare, qui représente quelques pourcents de l'appellation Nuit Saint-Georges. Je ne sais pas ce que tu en penses, Arnaud. Oui, bah, je suis à la fois d'accord pour le Nuit Saint-Georges, qui est quelque chose d'exceptionnel, non pas forcément pour se jeter des fleurs, mais juste parce que c'est très rare et que c'est déjà une chance de pouvoir l'avoir, y compris l'avoir à nouveau sur une visite 2017. Mais là où je suis un tout petit peu moins d'accord, c'est sur le terme de texture. Moi, je trouve que le terme de texture, il peut s'appliquer aussi sur les blancs, où voilà, on peut avoir des choses, plus fluides, plus légères, d'autres qui sont plus grasses, plus riches. Et je sais pas, du coup, on en parlait tout à l'heure, je sais pas si vous avez fini par le retrouver, ce côté très rugueux sur la fin de bouche des blancs. Je crois que c'était Romain tout à l'heure qui disait qu'il l'avait pas forcément. Je sais pas si du coup, avec l'aération, ayant quelque chose d'un peu moins froid, ça se perçoit mieux. Mais c'est vraiment voilà notre signature d'avoir des vins qui sont le reflet du terroir et pas le reflet du tonnelier ou du marchand de produits œnologiques qui est passé, quoi. Super. On passe au rouge, Arnaud ? Allez. Donc, on va goûter le Côte de Nuit Village 2017. Donc là-dessus, ça fait partie des références dont je vous disais tout à l'heure que certaines sont bio et d'autres ne le sont pas. Donc le Côte de Nuit Village 2017, lui, est bio. Parce que son producteur est certifié, a fait l'effort de se certifier, et du coup, donc là on est sur 2017, hein, on n'est pas sur 2015. Donc là-dessus, on est vraiment sur quelque chose de certifié avec le logo bio. Et c'est important aussi pour nous d'avoir une gamme de vins avec la certification, puisque dire qu'on travaille avec des gens qui sont presque bio, c'est facile. Mais c'est aussi important de pouvoir montrer que ce qu'on dit, on le fait, et qu'on n'a pas que des gens qui sont presque ça ou presque ci, mais qui sont bien, voilà, qui travaillent bien sur cette façon de faire et de produire. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par contre, en termes de production, moi ça me change pas grand-chose, parce que de toute façon je travaille sous le cahier des charges du bio et de la biodynamie pour tous mes vins, que ce soit du bio à l'origine ou pas du bio. De toute façon, moi je les traite de la même façon à la vinification. Donc ça va pas forcément changer le style. Par contre, ça peut avoir si on fait une analyse de résidus de pesticides, donc probablement on en trouvera moins dans celui-là que peut-être dans d'autres. Donc après, je ne sais pas qui a celui-là.
Oui, bah Mathieu, forcément, Maxime, forcément, je te les ai envoyés. Donc, Romain aussi, je vois qu'il On a l'a aussi, ouais. quelqu'un d'autre, les a? Ralph, t'as les 20 ou pas du tout? Non, non, non. Ah, Malheureusement, non. il est trop loin, Ralph, il ne peut pas avoir de vin. Oui, c'est ça. Donc après, là-dessus, voilà, si on fait une toute petite dégustation commentée, le Côte de Nuit Village, c'est une appellation donc, qui est un petit peu bizarre. Je ne sais pas si tu peux me remettre la carte, Maxime, puisque ça s'appelle Côte de Nuit avec village avec un S. Et c'est une appellation qui est un petit peu étrange, puisqu'en fait, elle regroupe à la fois les deux villages les plus au sud de la Côte de Nuit, donc au sud de Nuit-Saint-Georges, et les deux villages les plus au nord de Gevrey-Chambertin, juste avant Dijon, en fait, genre juste avant de toucher Dijon. Et c'est une appellation qui est coupée en deux, donc il y a vraiment deux terroirs différents, je veux dire, qui font pas les mêmes vins. Et du coup, nous, on est basé à Comblanchien, donc on est vraiment à 3 km de Villers-la-Fay, parce qu'on n'a pas envie de courir aller chercher des raisins à perpète non plus. Et surtout parce que moi, je trouve que c'est la région qui fait les meilleurs côtes du village. Et c'est une jolie appellation parce qu'on commence à avoir la même structure, on retrouve l'élégance de je veux dire, de la vraie Côte de Nuit. Voilà, on se rapproche de Nuit-Saint-Georges, mais avec des rapports qualité-prix qui sont intéressants parce qu'on a des prix qui sont bien moindres que les grandes appellations de Nuit-Saint-Georges. Et du coup, ça fait voilà, des jolis vins très élégants avec des rapports qualité-prix qui sont très intéressants. je ne sais pas si tout le monde voit la carte là. Ouais, alors tu peux même en mettre une qui doit s'appeler. Vous voyez ma souris qui bouge. Et à la fin, c'est là où. Celle où il y a les Côtes de Nuit et le Gevrey en même temps, tu dois avoir une appellation. Voilà, celle-ci. Donc on est à gauche. À gauche, on a les villages de Comblanchien et de Corgauloin, voilà, qui sont. On doit même avoir écrit Villers-la-Fay. Voilà, si vous voyez tout en haut de la carte, vous avez écrit Villers-la-Fay, donc on est vraiment pas loin du village. Et là, on est tout à fait juste au sud de Nuit-Saint-Georges. On touche Nuit-Saint-Georges par le sud. Et on est tout en haut d'un coteau. On est sur un très très joli coteau, très caillouteux, avec des gros cailloux, qui font un sol blanc qui est vraiment qui capte très bien la chaleur et qui fait des jolis vins très mûrs. Et on va avoir des jolis nez on va être sur les fruits rouges, on va être sur la fraise, on va être sur un petit peu de bois de santal. On va avoir des choses assez élégantes sur des épices très fines. Ça fait presque penser un petit peu. Alors on a le cassis qui domine aussi. Et après, on a un espèce de mélange d'épices qui est, je vais dire, assez indéfinissable. C'est vrai que les arômes évoluent à mesure qu'on aère le vin. Là, je vous invite à ceux qui peuvent le faire. Et quand vous aurez les bouteilles, si vous pouvez les commander après, vous aurez les bouteilles. Au début, quand vous l'ouvrez, c'est vrai que ce qui domine, c'est le côté fruité, le cassis, les fruits noirs. Et petit à petit viennent ces notes d'épices qui sont une complexité d'épices, c'est difficile de voir. On a du poivre, certainement, un petit peu de muscade, je pense, qui est un mélange d'épices super agréable et qui donne envie de le goûter, quoi. Et après, ce qui est intéressant en bouche. En bouche, qu'est-ce que tu nous dis en bouche? En bouche, on va voir. Là, c'est vraiment un archétype du style de vin que moi j'aime produire. On a vraiment, pour paraphraser un célèbre cuistot médiatique, ce côté très gourmand, croquant. On a vraiment l'impression de croquer dans un fruit rouge frais. C'est plein de fraîcheur, c'est une petite acidité. On a un tanin qui est présent et qui est très souple, qui va pas vous emporter la bouche. Alors, probablement par rapport à Bordeaux de la semaine dernière, c'est très différent dans les structures. Mais là, on est vraiment dans la quintessence du pinot noir pour moi. C'est vraiment la souplesse, la fraîcheur, l'élégance. On a vraiment envie de se resservir, en fait. On se demande souvent ce que c'est qu'une bonne bouteille. Moi, je dis toujours que c'est une bouteille vide. C'est vraiment des vins sur lesquels c'est désoiffant, on a envie d'en reprendre pour finir la bouteille, en fait. Oui. Ah, c'est super. Je reviens sur la carte là où tu expliquais tout à l'heure, je ne sais pas si vous voyez ma souris, effectivement, en bas de la côte
c'est plat, et petit à petit, ça monte là. Je sais pas, on ne se rend pas bien compte du relief, mais on voit quand même les courbes de niveau là. Ouais. Donc, cette côte, elle est relativement bien exposée sud-sud-est. Plein est, ouais. Plein est. Voilà. On voit là, d'ailleurs, il y a une rosace, là, une rose des vents là. Donc, ça permet d'avoir le soleil du matin, donc ça ne chauffe pas non plus trop fort. Et en fait, on est à mi-pente. Voilà, donc C'est ça. Tu dois pouvoir avoir tu dois avoir un autre slide avec la petite coupe en 3D des coteaux. Ah oui, c'est ce que je me demandais justement, voilà, pour montrer un petit peu là, voilà, le terroir. Voilà, exactement. Donc ça, c'est la typicité des terroirs bourguignons. En fait, vous voyez qu'on a des strates géologiques qui sont à peu près horizontales, donc les différentes structures bleues, mauves, jaunes. Et comme on a une pente, ben forcément, on a différents affleurements de différentes couches géologiques qui apparaissent sur votre surface de sol. Et ben, en fonction à la fois de la pente, de ce soubassement géologique et de l'exposition, vous allez avoir des paramètres qui sont plus ou moins favorables. C'est pour ça que tout en haut du bord du graphique, là, vous avez des appellations régionales qui sont plus dans la partie alluvionnaire voilà, donc à droite, alluvionnaire de la plaine. Après, vous allez avoir les AOC communales, donc les villages, donc les Nuits Saint-Georges, les Gevrey, les Marsanais, les Beaune-Romanais. Et après, quand on attaque vraiment ce qu'on appelle le coup de cul, vraiment la partie de démarrage de pente, c'est là où on va trouver en général les premiers grands crus, parce que c'est là où on a la meilleure combinaison entre à la fois le drainage, l'exposition, les terroirs, et du coup, c'est là en général que ça donne les meilleurs terroirs. Et après, quand on va arriver sur le dessus de la pente, on retrouve des choses qui sont peut-être un peu plus pauvres en termes de richesse de sol, et donc on va basculer en général soit sur des premiers crus, mais plus souvent sur des appellations au village. Et puis après, on est dans la forêt. Et après, quand on a passé la forêt, qu'on est sur le dessus du plateau, on va attaquer l'appellation haute côte de nuit, où vraiment on est à plat sur le dessus du plateau. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu la forme. La coupe qu'on a vue, c'était depuis la route, la partie basse de coteau, les crus qui sont là, en jaune, orange et rouge, premier grand cru, et puis après toute cette partie plus grande de haute côte de nuit. Voilà, mais voilà, ce qui est impressionnant en Bourgogne, c'est cette bande qui est entre la route et le dessus de la côte, qui va faire, allez, on va dire entre 5 et 600 mètres de large, donc qui est vraiment très 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 étroite, et dans lequel vous allez trouver une multitude de différents lieux-dits, et qui est un peu compliqué à comprendre. On a du mal à savoir pourquoi tous les 50 mètres on change de lieu-dit, pourquoi ça change de nom. Et juste quand on a la chance de pouvoir goûter différents terroirs qui se touchent en comparaison chez un même vigneron, et ben on se rend compte que les moines à l'époque, les moines de Cîteaux, ils n'ont pas fait une séparation complètement à l'aveugle et complètement au hasard. Ils ont bien travaillé, et puis je pense que comme ils aimaient bien les produits, ils ont fait aussi une vraie sélection, et chaque terroir a sa typicité. De là à expliquer pourquoi de 50 mètres en 50 mètres ça donne des vins différents, c'est très compliqué. Mais c'est ce qu'on observe en tout cas. Donc c'est un peu la magie bourguignonne. Chaque parcelle a quelques centaines de mètres près, parfois à 50 mètres près. On a un sol qui est différent, un terroir qui est différent, et ça s'exprime de manière complètement différente dans le vin. C'est vraiment bluffant. Le vin fait par le même vinificateur selon les terroirs, de voir l'expression de ces terroirs. C'est ça qui est magique en Bourgogne. C'est très compliqué, et on a une notion vraiment complètement opposée de l'appellation, opposée à l'appellation faite à la bordelaise, puisque le bordelais va avoir cette classification où le château domine, c'est-à-dire que voilà, c'est les parcelles qui appartiennent à Aubryon ou à Rothschild qui vont être les parcelles de Grand Cru. S'ils en achètent une à côté chez le voisin, ça va rentrer dans cette appellation Grand Cru classé. En Bourgogne, on met le vigneron de côté, et on a vraiment cette priorité donnée au terroir, et c'est vraiment le terroir qui est classé premier cru au grand cru,
quel que soit le bonhomme derrière, que ce soit un Gugus qui sait rien faire ou que ce soit un très grand vinificateur, ça restera une parcelle qui est en grand cru. Alors après, il y a un contrôle, hein, il y a une validation par un organisme, mais on a vraiment cette priorité donnée au terroir en Bourgogne. Au niveau consommation là, de ce vin-là, pour revenir sur le vin, moi je trouve qu'il est super agréable tout de suite à boire dans sa jeunesse. Ouais. Il n'est pas du tout tannique ou dur, il est tout de suite agréable, mais on sent quand même une structure, moi j'imagine, qui peut quand même encore tenir quelques années, quoi. C'est le miracle de 2017 en fait. On n'a pas ça tous les millésimes. Et c'est vraiment la chance qu'on a sur le 2017, ce qui m'arrange, parce que moi, c'est un de mes premiers complets et il faut que je vende du vin vite, donc ça m'arrange. Mais on a vraiment, les 2017 sont de façon générale très accessibles aujourd'hui. Moi, j'ai vendu là toute la fin d'année des Nuits Saint-Georges et Nuits Saint-Georges premier cru. Les gens me demandaient, mais est-ce que c'est embêtant de les boire à Noël? Je fais non, allez-y, buvez-les, c'est bon, c'est déjà bon maintenant. Par contre, quand c'est bien travaillé, ça va avoir des vieillissements alors voilà, sur les côtes du village, on va aller sur 5, 6, 7 ans. Sur les Nuits Saint-Georges, on va aller sur 10 ans. Sur les grands crus, on va aller sur 15 ans. C'est un peu la magie de ce millésime, parce que c'est pas toujours facile de faire des vins qui se goûtent bien tout de suite et qui durent dans le temps. Oui. C'est cette chance qu'on a sur le 2017, c'est que là, vous pouvez l'oublier, vous pouvez le boire maintenant. C'est vraiment une question de goût, de comment vous aimez les vins. Si vous les aimez plutôt un petit peu développés avec d'autres aromatiques de vieillissement, ou si vous les aimez sur la fraîcheur. Mais globalement, vous vous ferez plaisir tout le temps, quoi. Moi, ce que je trouve amusant, si on peut le faire, bien sûr, c'est d'avoir plusieurs bouteilles. Si on a mis un carton de 6, d'en boire quelques-unes dans l'année ou les deux années à venir, et puis les trois autres, d'attendre un petit peu, 3, 4, 5 ans, et d'en sortir une tous les ans. Et on voit en fait qu'on a un vin qui est différent, quoi. C'est pas évident de se rappeler tout le temps du millésime de l'année dernière quand on a vu le même millésime, mais je trouve que c'est intéressant quand même de pouvoir voir à la fois l'évolution de la bouteille au fil des années, et une fois qu'on se sert dans le verre, de voir à l'occasion de la soirée et des heures qui passent, le vin aussi évoluer, quoi. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est important aussi quand on achète des grands vins. Enfin, on est toujours très prétentieux, mais des grands vins de garde, c'est toujours savoir comment les acheter. C'est écrit sur la bouteille, hein. C'est écrit Grand Vin de Bourgogne. Bon, c'est écrit sur la bouteille. C'est une mention pas prétentieuse, c'est une mention légale, oui, c'est toujours compliqué d'acheter des grands vins de garde en achetant qu'une ou deux bouteilles, parce que souvent à l'ouvrir, on va dire ah merde c'est trop tôt, on va la garder, et puis la deuxième ah merde c'est trop tard. L'avantage des 2017, c'est qu'en gros vous serez jamais déçu, quoi. Après c'est vraiment une question de il aurait pu avoir d'autres arômes ou machin, mais vous allez toujours avoir un vin où vous vous ferez plaisir en le goûtant, et ça c'est quand même hyper important. Ce qui n'empêche pas qu'il faille les acheter par 12 quand même, mais voilà. Mais c'est super réussi en tout cas, bravo, hein, c'est une belle cuvée. Moi je ne l'avais pas goûté ce 2017, la dernière fois que je suis venu, il n'était pas encore en bouteille. Et vraiment je suis très séduit par son côté séducteur, je suis séduit, hein, un côté séducteur. Je ne sais pas ceux qui les ont peuvent peut-être nous donner leur impression. Qui a goûté là, Romain, Karine, vous avez goûté? Vous êtes sur le… Ouais. Mais écoute, moi j'ai adoré tout de suite le côté fruits rouges est très facile à boire en fait. Ouais. Donc ouais, moi ça fait partie des vins que vraiment j'aime bien. Ouais. Je dis ça depuis Bordeaux. Hein. et surtout qu'il me semble que tu avais commandé, tu as dû goûter récemment le Haute-Côte rouge. Oui, moi je préfère celui-là. Je préfère le Haute-Côte. Moi aussi. Il y a plus de complexité de matière. Ouais. Plus de rondeur aussi, je trouve. Oui, et puis le Haute-Côte, vous l'avez eu en 2018. Et ce que je disais sur les 2017, c'est un tout petit peu moins vrai en 2018. Donc, pour le coup, c'est sûr que le 2018 était probablement un tout petit peu jeune et encore un petit peu sur son côté un petit peu massif. Alors que le 2017, il est… j'aime pas du tout l'appellation, mais ce côté glouglou, vraiment facile à boire, c'est vraiment très net sur ce vin-là. C'est vraiment un vin de plaisir immédiat, quoi. Faut le donner aux enfants, quoi. Ben, je leur ai proposé. Ils n'ont pas voulu. Je leur ai proposé. Je leur ai dit, venez goûter. Après, moi, je suis plus responsable, mais c'est un soda. Avec modération. Toujours.
Et en tout cas, c'est super réussi. Moi, je suis très content d'avoir redécouvert ce vin parce que je ne connaissais pas ce millésime-là, donc c'est super réussi. On a une question, excusez-moi, je n'ai pas vu la question de Kylian qui posait la question via le chat. Est-ce que les vins d'Arnaud sont sur les cartes de restaurants en Bourgogne, à Paris ou ailleurs? Alors, en Bourgogne, peu, mais c'est en train de se pas mal bouger avant le confinement. Donc, autant vous dire qu'aujourd'hui, ça bouge plus du tout. Pour les Parisiens, il y a quelques points de vente, mais plutôt en caviste aujourd'hui qu'en restaurant. On y travaille, mais c'est pareil, c'est tout à l'arrêt. Et dans le reste de la France, pour l'instant, en restauration, c'est assez peu. C'est même quasiment pas du tout. Pardon? Plutôt des cavistes alors? On a pas mal de cavistes. Après, moi, je suis en train de. On a tout monté de zéro hein, depuis 2018, donc moi je faisais tout jusqu'à début d'année, je faisais tout seul, à la fois la technique et le commercial et l'administratif. Mais là, on est monté à 18 000 bouteilles sur 2018. Donc là, ça commence à faire pas mal de bouteilles. Et donc, j'ai commencé à travailler avec des agents, agents sur la Bourgogne, agents sur le sud et agents sur Paris. Donc voilà, ça va aller en s'étoffant pour ceux qui ne seront pas morts de la crise actuelle. Non, je parle des commerces, hein, pas des gens. La question de Kylian, je ne sais pas si c'était pour trouver le vin ou. Alors après, je ne sais pas, ça dépend si c'est sur Paris. Sur Paris, je peux lui donner les références. Non, c'était. Bonjour Arnaud. C'était surtout pour accompagner, promouvoir les vins d'Arnaud. Si on peut être utile, actionnaire, ambassadeur, pour faire la promo, pour ma part, moi, je suis disposé. Ah toute promo est bonne à prendre, hein, c'est sûr, de toute façon. Toute bonne volonté est en général mise à contribution. Donc après, ça dépend en fait des opportunités que chacun a. On a fait chez certains ambassadeurs des soirées privées de dégustation où voilà justement l'ambassadeur invitait quelques amis de son cercle et moi me déplaçais pour faire la dégustation et un peu de vente sur place. Ça peut être si vous avez des connaissances restaurateurs, cavistes, voilà, les inviter à venir avec eux en Bourgogne, vous êtes bienvenus, ou je me déplace vous voir. Enfin voilà, après c'est à voir entre chaque personne, sans souci. Mais toutes les bonnes volontés qui apprécient les vins seront mises à contribution. C'est vrai que c'est sympa en tant qu'actionnaire de la société, ceux qui le sont en tout cas, vous avez tout intérêt à ce que ça se développe. Donc, n'hésitez pas effectivement à en parler autour de vous. Et si vous avez un bon caviste avec qui vous travaillez, à mettre en contact avec Arnaud. Je pense qu'Arnaud, il vous offrira une bouteille pour vous remercier. Arnaud. C'est ça, oui. J'ai une commission après. Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai que le format de la soirée avec les ambassadeurs était assez sympa parce qu'on fait ça dans un cadre plus informel. On essaie de voilà, on fait un peu comme ce soir. Finalement, on déguste ensemble. On fait pas de grandes conférences sur les vins, mais ça permet de répondre aux questions de chacun. Les gens ont la possibilité d'acheter 3, 2, 1, 6 bouteilles selon ce qui leur plaît. Et en général, c'est assez sympa, c'est assez convivial et c'est des choses qu'on peut amener à développer avec tous les gens qui en ont envie parce que c'est à la fois intéressant pour la société, puis je trouve intéressant aussi pour la personne qui reçoit, parce que c'est une belle soirée en général. Dès que ce sera possible, après Oui, là en ce moment c'est un peu compliqué. Mais voilà, mais n'hésitez pas effectivement à réunir des amis à vous et Arnaud, en fonction de ce qu'il peut faire, de son planning, ça, il viendra participer, animer une dégustation avec vos amis et tout le monde pourra acheter des vins directement. Arnaud, si vous voulez, on va se contacter à part, parce que j'ai différentes activités qui peuvent aider. Je suis responsable de Cité de la Gastronomie à Tours et parmi les gens partis aussi, donc il y a des possibilités pour accompagner. Donc on se contacte. avec grand plaisir, il ne faut pas hésiter
il y a tous les mails sur le site internet. Puis après, voilà, mes numéros de téléphone sont aussi sur le site, sont dispo ou via Maxime. Il n'y a pas de souci. Super. On passe, je vois le temps qui tourne, je ne vais pas retenir tout le monde trop longtemps. C'est super intéressant, mais on peut peut-être passer sur le Gevrey. Je il est là. Je suis prêt. Je déplace un petit peu au nord. Donc ouais, voilà, le Gevrey, ça va être ma parcelle la plus septentrionale pour moi, parce que Gevrey, ça reste une appellation qui est emblématique, iconique pour la Bourgogne. Peut-être on pourra en parler avec Mathieu, qui est justement un de ceux qui m'a poussé vers le Gevrey, parce que c'est aussi quelque chose qui parle aux Américains et à la clientèle de façon générale. Et là-dessus, on est donc sur un vignoble qui est en conversion bio et biodynamie, et donc qui est certifié Déméter, donc biodynamie, à partir de 2019. Donc 2017, c'était sa première année de conversion, c'est celui qu'on goûte. 2018 est la deuxième année et converti en 2019. Donc on va avoir des vins qui seront 100% biodynamiques à partir des 2019 qu'on a en fût aujourd'hui. Et donc alors là, je pense que du coup, pour le coup, pas grand monde à la bouteille, mais si peut-être les Américains, nos amis américains, le Gevrey. You have de Gevrey? Ouais, bien sûr. Alors oui, en plus, moi je suis un grand fan à titre personnel. Quel millésime? Là, c'est le 17. Et il est fantastique parce que pour moi, les Bourgogne 17, des fois, effectivement, c'était parfait pour les chardonnays sur les pinots noirs. Ça pouvait être un petit peu austère, surtout pour la clientèle américaine qui aime bien les vins un peu plus charnus, un peu plus fruités. Mais ça c'est superbe, quoi. Voilà, j'ai rien à. Moi, c'est mon vin préféré, personnellement. Donc, Eric aussi, c'est pareil. Enfin bon, voilà. C'est grand fan. Donc oui, excusez-nous, c'est à cause de nous qu'on a poussé Arnaud à faire des vins comme ça. Vraiment, on le refera plus. Je sais pas si. Non, mais moi, ça reste un des vins que j'apprécie, que j'aime beaucoup aussi, parce que on est à la limite entre le grand cru, enfin entre le très grand vin et les autres vins qu'on a pu goûter. Ça reste une des très belles bouteilles à des prix. Alors, je vais pas dire abordables parce que je vais me faire taper dessus, parce que forcément les Bourgognes aujourd'hui sont plus abordables, mais encore un peu, on va dire à peu près raisonnables. Et ça reste quand même des vins avec des définitions qui sont très très profondes, très précises, où justement on ne travaille. Là, on voit très bien le non-travail du bois chez moi, et donc du coup cette gourmandise. Voilà, l'idée c'est aussi de montrer qu'on peut faire des Gevrey Chambertin, des grandes appellations avec de la gourmandise qu'on peut boire parce qu'on a envie de le boire, et pas parce que c'est justement une grande étiquette. Enfin, je pense que Mathieu pourra en parler aussi, mais je pense pas que ça soit un buveur d'étiquette. Et sinon, il serait pas venu voir un petit gars comme moi. Mais et je pense que voilà, il a apprécié ce côté buvabilité pour un grand vin. Alors, en fait, est-ce que tu permets que je raconte, parce que ça fait 2 fois, moi j'ai travaillé avec toi depuis le début, mais on avait acheté au début avec Arnaud, on avait vu qu'il démarrait son activité, malheureusement, on n'avait pas pu démarrer avec vraiment sa patte artistique à lui. Donc, Arnaud a dû trouver des stocks dans ses fournisseurs avec qui il travaillait déjà, avec les vignerons. Et donc, on avait démarré avec le 2016, qui était très bien, hein, qui était rien à dire. Mais vraiment, quand j'ai goûté le 2017, et puis je suis pas le seul, hein, ça a été unanime avec tous mes restaurateurs, parce que je ne travaille qu'avec les restaurations. On est tombé sur le derrière, pardon, pour la différence de qualité entre un 2016 et un 2017, là où entre les deux, la différence, c'était Arnaud en termes à la vinification. Là, c'est superbe. Voilà. Moi, j'ai rien à dire. C'est un produit. Malheureusement, je peux pas me permettre de le boire tous les jours, même si j'aimerais. Mais et puis voilà, pour aller dans ton sens, tu sais, oui, les Bourgognes sont chers, mais comparé au prix délirant que je vois sur les Bourgognes, c'est une bouteille qu'on arrive à offrir
à presque la moitié du prix du marché. Donc, pour un vin biodynamie, dont sur le 2017, si je crois bien, tu avais fait que 900 bouteilles, c'est ça? C'est ça, et sur le 2018 aussi, et probablement sur le 2019 aussi d'ailleurs. Mais, ouais. Voilà. Donc, je veux dire. Donc tu te dépêches, Enfin, qu'il en reste plus beaucoup d'ailleurs. ouais, écoute, j'ai acheté la palette la dernière fois, donc je vais essayer de. Non, mais déjà, moi, le Haute Côte de Nuit Blanche, c'est un produit qui marche du tonnerre, hein, le premier qu'on a goûté tous ensemble, et celui-là, il est fantastique. Donc voilà, merci Arnaud pour ton travail, c'est superbe, et j'espère vraiment que tu vas pouvoir développer tout ça. Et puis nous, on fera tout ce qu'on peut aux États-Unis pour te soutenir, parce que on va essayer d'ouvrir un petit club par Internet pour faire découvrir tes vins, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi et avec tout le monde. C'est le bon plan, la jolie boutique qui est faite que pour les gens qui ont l'intelligence de comprendre que les vins, c'est pas des notes, c'est pas des étiquettes, c'est des gens qui sont derrière, et il faut prendre le temps de les connaître. Voilà. Super, Mathieu. J'ai bien fait de te mettre une caisse en plus la dernière fois. Ah bon, je ne l'ai pas vu. Eric, can you tell us how do you? I don't know if you can hear me, Eric. Yeah. I'm sorry, I didn't hear your question. Sorry. I was just wondering, how do you serve this wine, the Gevrey? Do you serve it by the glass or by the bottle for dinners? Well, the Gevrey Chambertin is by the bottle only. It's not yet. I'm working on a pricing structure for the club with all of our food and beverage, and when I do, my goal is to serve the Gevrey Chambertin by the glass at a very approachable price and just blow people's minds. Yeah, because the wine tastes, it's amazing now. It's full-bodied, it's structured, but it's still very approachable, very seductive. It's a very fine balance between attractiveness. We have fruits, like we had with the Côte de Nuit, but this time we have leather, I find, in the nose. And then the mouthfeel is it's quite full, but still fresh. Amazing. Yeah, I agree that knowing about the carbonic maceration that Arnaud employs really keeps it bright and approachable, while still complex, with great depth. That every time we taste one of these wines, I look at Matthew and I just tell him, "Oh, I need to buy a case of this from my own cellar and just put it down for a little while." But yeah, it's fantastic. Oui, on n'a pas fait la dégustation pour les autres, mais voilà la différence majeure avec le code. Tu dis quoi, Mathieu? Maxime? Qui d'autre, Romain, t'en as pas dans ta commande? T'as pas eu de Gevrey? Je sais pas, si tu avais Nicolas tout à l'heure, Nicolas doit en avoir un peu de Gevrey, mais je ne sais pas s'il l'a ouvert ou pas. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, Nicolas, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je suis pas américain, mais j'ai du Gevrey Chambertin, oui. Pistonné alors? Ouais, c'est ça. En fait, et je l'ai ouvert, donc j'ai un verre en face de moi. D'accord. Bon, et qu'est-ce que tu en penses du coup alors? Ah bah, effectivement, en fait, on voit toute la finesse dont tu parlais tout à l'heure. En fait, on a quelque chose aussi. On reste sur du fruit, mais moi, je notais des notes un peu aussi un peu d'épices et un peu de cuir. C'est ce que disait aussi, je crois, Maxime. Ouais. Et c'est assez étonnant parce que c'est un vin encore jeune, et donc on a quand même encore déjà un peu des arômes, je dirais, un peu tertiaires. C'est assez surprenant. En fait, on va avoir des choses qui reviennent un peu plus de l'élevage, peut-être que vraiment de l'évolution Oui. dans le temps. Mais c'est ce qui marque aussi la différence entre guillemets, je mets des guillemets, simple Côte de Nuit Village à un peu moins de 20 euros, à 17 euros, 17,50 €, et un Gevrey à presque 30, 26. C'est justement cette complexité en fait. Sur le Côte de Nuit Village, on est quand même très dominé par le côté très fruits rouges, très fruits, très gourmand. Dans le Gevrey, on va retrouver plus de complexité. On va avoir ce côté un petit peu épicé en effet. Alors on a un Nuit Saint-Georges qui est très poivre blanc,
On a un Gevrey qui est presque un peu plus sur les notes de curry, d'épices douces, comme ça, t'as pas d'épices fortes, mais d'épices assez soyeuses, entre guillemets. Un petit peu de cuir, un petit peu d'élevage aussi. On a le bois, même s'il n'est pas neuf, nous donne toujours une petite note aussi. Mais surtout, ce qui frappe, c'est en effet, c'est ce que disait Eric, c'est cette accessibilité pour un Gevrey jeune, où on a quand même une trame tannique qui est puissante, mais qui est ni séchante, ni asséchante, ni trop puissante. Et on a vraiment une finesse et une longueur en bouche. C'est surtout la longueur en bouche qui va nous changer par rapport au Côte de Nuit Village, où là on va vraiment avoir un grand vin, et avec un devenir à quelques années, quoi. Ah oui, parce que là, la structure qu'on a dans le vin, on imagine bien qu'il peut tenir une bonne dizaine d'années sans aucun problème, quoi. Ouais. Alors c'est toujours difficile de se prononcer, mais en effet, ils sont travaillés pour ça. Moi, j'ai aussi pour ambition que des gens qui achètent 26, 30, 35 euros, 40 euros, voire 70 pour des grands crus, que je puisse leur promettre qu'au moins à 10 ans, ils n'auront pas de soucis. Et c'est toujours difficile de savoir comment ça va être conservé, comment ça va être. Mais en conditions idéales, ils sont faits pour durer entre 8 et 10 ans. Ça me paraît être un minimum. Tout en étant hyper accessible aujourd'hui. Il y a ce côté aussi glou-glou qu'on a de tout à l'heure, mais quand même avec beaucoup plus de matière quand même. On a une matière qui est puissante. On sait qu'on goûte un vin jeune, donc on s'attend à cette matière puissante, mais elle n'est pas écrasante en fait. Donc elle ne gêne pas le plaisir de la dégustation immédiate. C'est ça qui est important, c'est que des fois on a des vins qui sont puissants, mais du coup ça nous écrase le plaisir immédiat, et on n'a pas envie de se resservir. Là-dessus, on est sur un vin qui est puissant, qui est jeune, peut-être un peu jeune pour un Gevrey, mais n'empêche qu'on a envie de se resservir un verre. Enfin, perso, moi, c'est ce que ça me fait. Il est presque vide, mon verre. Je confirme. Super. Bon, et par rapport à la remarque de Maxime tout à l'heure, effectivement, sur le Nuit Saint-Georges blanc, je me souviens, c'était une très bonne expérience. Oui, c'est une expérience rare, mais en général, que les gens apprécient. Ouais. Ah ouais, c'était vraiment top. Enfin, bravo pour ton travail, parce que tout est top, mais c'est vrai qu'en plus il y a des pépites comme ça qu'on ne connaît pas forcément, donc c'est. Après, on n'a pas pu faire c'est un peu la question qu'on s'est posée avec Maxime quand on a choisi les vins, parce que dans ma gamme de vins, moi je travaille aussi plein d'appellations un petit peu originales. On fait des cuvées iconoclastes qui sont des assemblages, là où la Bourgogne fait du terroir par terroir. On a de la ligotée dorée qui est un aligoté bien plus différent qu'un aligoté normal. On a plein de petites pépites à découvrir et qu'on peut pas là forcément sortir tout le temps. Mais dans les 13 références de la carte des vins aujourd'hui qu'on a construit en seulement 2 ans, il y a des grands classiques comme le Gevrey, comme le Haute-Côte, que Mathieu a sélectionné parce que justement ça reste des grandes références. Et puis il y a aussi des petits amusements qu'il faut venir découvrir, qu'il faut pas hésiter à vouloir venir découvrir. Voilà, je mets la carte là, je ne sais pas si vous la voyez. Oui. Peut-être tu veux rapidement parler de. Donc ça c'est le village de Gevrey. Ouais. Donc vous avez le sud à gauche et le nord à droite. Hein. Normalement ça doit être pivoté de 90 degrés pour avoir le nord en haut. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on est sur la Croix des Champs à Gevrey, et donc là c'est là où il y a le petit point noir. Hein. Et ce qui est intéressant dans ce terroir-là, c'est on est exactement en face de la sortie de la combe de Gevrey. Donc vous savez ou pas qu'en Bourgogne, tous les villages de la côte sont quasiment à la sortie d'une petite fente en taille dans le coteau, qui est en général un ancien cours d'eau qui a disparu. Et ces entrées, ces petites ouvertures dans la côte créent des microclimats de circulation d'air et de température et de géologie, puisqu'on a eu de l'érosion, donc on a eu un mélange des sols
de diversité des sols. Et là, vous voyez que c'est l'espèce de petit entonnoir là, qu'on voit au milieu de la carte en haut. Donc là, c'est la sortie de la combe et on voit que la parcelle de la Croix des Champs est juste en face. Et en fait, on est dans le cône d'alluvion de la combe. Et ce cône d'alluvion nous donne un sol qui est un peu plus profond, mais aussi un peu plus complexe parce qu'on a emmené plein de résultats. Enfin voilà, l'érosion a fait qu'on a arraché un petit peu de chaque terroir sur lesquels il est passé. Et ce mélange de terroirs, d'alluvion, donne un terroir un peu plus profond que sur les coteaux. Là, on est un peu plus à plat. Mais par contre, donne un vin avec du fond. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce vin-là. On a moins la minéralité très marquée qu'on pourra avoir sur un Nuit-Saint-Georges ou sur un Haute-Côte de Nuit Rouge. Par contre, on a vraiment ce fond, ce tanin, cette structure qui n'est pas séchante. On voit que la vigne, le vin a de la matière, a de la profondeur, sans être de la profondeur comme le sol en fait, et sans être écrasant. Donc elle est vraiment intéressante parce qu'elle est de l'autre côté de la route. On a l'habitude de dire qu'en Bourgogne, dès qu'on est à droite de la nationale, on est moins intéressant, sauf à Gevrey, parce que la combe est plus grosse et le cône de déjection, enfin le cône d'alluvion à la sortie est plus important. Et on peut aller chercher des jolis terroirs même de l'autre côté de la route. Et là, on voit tous les grands crus très, très connus. Voilà, c'est ça. Chambertin, la Trissière Chambertin, les Ruchottes au-dessus, là. C'est vraiment un village magnifique avec des terroirs exceptionnels qui donnent cette puissance et en même temps ce côté soyeux qu'on peut avoir. C'est des vins très gourmands quand même, les Gevrey-Chambertin. Ça peut être relativement austère parce que justement, c'est des vins qui sont un peu sur leur profondeur et sur leur côté un peu massif. Donc ça peut être dans les millésimes jeunes un peu austère, un peu trop massif, mais par contre quand c'est travaillé sur plutôt la fraîcheur, la finesse comme nous on le fait, ça fait des choses qui sont assez gourmandes. Ouais. Super. Est-ce que vous aviez des questions sur les vins qu'on a dégustés là, certains d'entre vous? Ou sur d'autres choses? Ou sur autre chose? Oui, c'est vrai. Les questions sont venues un peu au fur et à mesure, hein, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Voilà. Est-ce que ça vous a paru clair en tout cas? Oui. Voilà. Si vous voulez commander. C'était très clair. Moi, j'ai appris pas mal de choses parce que je connais moins les Bourgognes. Notamment sur les terroirs, ouais. Ouais. Ouais, très intéressant. Alors, c'est pas toujours facile d'expliquer les terroirs de la Bourgogne. Ça peut paraître un peu complexe et faire un peu peur, mais. Là, ça a paru simple. Bon, c'est déjà pas mal. Vous voulez garder combien de temps en cuve les vins là? Enfin, alors, les deux premiers qu'on a dégustés, qu'on a nous ici, et le troisième? Alors en fait, on a dans tout le cycle, on a une trentaine de jours de cuvaison pour la vinification. Après, ça reste pareil, on va dire 15 jours, 3 semaines après le pressurage et le temps de les laisser se reposer un petit peu. Après, ils sont descendus en fût. Là, ils restent en fût plus ou moins 12 mois, voilà, en fonction des contraintes, la dégustation et des contraintes pratiques. Et après, ils sont remis en cuve et c'est là où moi je travaille beaucoup sur l'affinage des vins. Il y a un long travail, puisqu'en général, les vendanges se finissent, on est début novembre, donc on va sortir les vins du millésime d'avant pour les mettre en cuve, et les vins qui sont juste faits, qui sont en cuve, on va les remettre dans les tonneaux. Donc les tonneaux sont jamais vides. Donc c'est un espèce de jeu de Tetris, je vide une cuve, je la remplis, j'en vide une, je la remplis. Enfin, c'est un peu le casse-tête, surtout chez moi. Et donc là, à partir de novembre, on rentre dans la période d'affinage, vraiment de finition des vins. Et vous voyez, on est au mois d'avril et j'ai toujours pas fini de mettre les 2 millilitres en bouteille. Donc ils sont restés presque, ils vont rester 6 mois en cuve. Et c'est pendant ce temps-là que justement on va moi, je prends beaucoup à cœur de travailler cette période-là. Il y a des gens pour lesquels, quand l'élevage est fini, c'est bon, c'est fini. On filtre, on stabilise, on met en bouteille, c'est fini.
Et au contraire, moi, je prends beaucoup de temps pour que les vins soient optimum à la mise en bouteille, c'est-à-dire qu'ils soient ouverts, qu'on n'a pas besoin de les carafer pendant 3 jours avant d'arriver à les goûter, parce que justement, on a enfermé une réduction, un côté très austère dans la bouteille. Et donc voilà, je mets les vins quand ils sont prêts à mettre. Donc voilà, ici, les Hautes Côtes de Nuit ont été mis en bouteille, des Coteaux Bourguignons ont été mis en bouteille. Là, les Nuits Saint-Georges premier cru vont être bons à mettre en bouteille. Mais par exemple, les Côtes de Nuit Village et les Gevrey, aujourd'hui, sont pas, pour moi, pas optimum dans la dégustation. Ils ont encore besoin de se patiner un petit peu, de se fondre pour avoir justement ces tanins, ce soyeux dans la bouche et conserver cette gourmandise. Et donc, il y a un vrai travail sur la fin d'élevage. Et donc, voilà, du coup, on va pouvoir arriver sur 18 mois, presque un peu plus, d'élevage, avec que 12 mois en fût. D'accord. C'est tout un art. Super, bah, écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres choses que vous vouliez voir tous ensemble. Hein. Si vous voulez, j'ai essayé de partager l'écran aussi. Attendez, pour vous montrer, si vous voulez acheter les vins de Arnaud, vous pouvez très bien le faire soit directement en ligne sur le site de Wine Funding, soit en le contactant. Peut-être tu veux donner ton adresse email, Arnaud? Oui, il y a un formulaire sur le site internet. Vous pouvez assez facilement rentrer en contact avec moi. Et vous avez surtout, on a essayé de faire un site internet où on a écrit beaucoup de choses. On a passé beaucoup de temps à le faire. Où il y a pas mal d'infos techniques sur chaque vin, sur chaque accord arôme mévin. Donc voilà, faut pas hésiter à aller se renseigner sur le site. Il y a normalement pas mal de choses voilà, sur tout ce qu'on fait, comment on travaille, quel vin. Et vous avez aussi tous les formulaires de contact pour demander les tarifs, pour commander des vins. C'est intéressant le site d'Arnaud, parce qu'en fait, là, vous voyez mon écran là? Oui. On a les vins rouges et les vins blancs. Et en fait, à chaque fois, on peut voir d'où vient le vin. Et quand on clique pour voir la carte, on a la carte qui s'affiche. On voit exactement d'où vient le vin, il y a une traçabilité. Vous pouvez le contacter. Actuellement, vous pouvez aussi aller sur le site de Wine Funding. On a créé ici une rubrique achat de vins solidaires pour soutenir les vignerons qu'on a accompagnés sur Wine Funding et qui ont été financés par tous les Wine Funders. Et l'idée, c'est de soutenir les vignerons tout simplement en achetant leur vin. Sur ces opérations, Wine Funding ne réalise pas de bénéfices. Hein, c'est vraiment tout reversé aux vignerons. C'est pour ça qu'ils peuvent aussi d'ailleurs offrir 15% de réduction. Et là, vous avez ici Arnaud qu'on voit, aux côtés d'autres domaines qui ont été financés. Et vous pouvez voir toutes les offres qu'il propose avec différents packages qu'on a fait. Mais si vous voulez votre commande personnalisée, n'hésitez pas à la passer en direct avec lui. On peut vous envoyer les tarifs. Et vous cliquez ici sur « Je règle ma commande personnalisée ». Ça permet de faire un paiement en ligne tout simplement. Voilà. Je pense que tu peux livrer assez rapidement. Hein. En ce moment, c'est… Oui, aujourd'hui, ça marche. Alors, en ce moment, ça marche bien. C'est livré avec UPS. On a 2 jours. Hein, donc, voilà, donc c'est assez bien. Et puis, n'hésitez pas à faire des commandes panachées parce que ça peut permettre de découvrir différents terroirs. Arnaud, là-dessus, tu es ouvert pour préparer des commandes panachées avec… Bah là, on a l'exemple, hein, puisqu'il y en a certains qui ont fait l'achat du pack découverte voilà, qui a été créé pour découvrir les vins. Et puis Nicolas, qui connaissait la maison, lui a choisi de justement de faire le pack qui l'intéressait avec les vins qu'il connaissait, ils avaient envie, et on se plie à tous vos désirs. Et c'est très rapide. Et c'est très très rapide. J'avais à peine commandé, j'avais déjà les bouteilles. Mais c'est vrai que ces panachages, là, ça permet de découvrir la diversité, la richesse de la Bourgogne. C'est ça qui est magique en Bourgogne, en fait. Et puis pour découvrir une maison comme la mienne, voilà, il y a 13 références à la carte, donc c'est toujours un peu compliqué d'avoir une vision si vous venez pas au caveau. Donc ces packs-là permettent de découvrir. Après, c'est sûr qu'une fois que vous avez goûté une bouteille, il n'y en a plus. Ça donne une idée un peu voilà,
du style, on a plusieurs niveaux d'appellation, de qualité de vin, et voilà, ça permet d'illustrer un petit peu tout ce qu'on sait faire. Ok, super. Merci beaucoup à tous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Hein. Je pense qu'on a... Thank you very much, Eric, for joining us. It was great to have you. We wish you a lot of success in the event you're going to organize, and I'm sure the baskets you've prepared are going to sell like hotcakes. Merci beaucoup à tous. On se retrouve, ceux qui veulent venir, la semaine prochaine. On a une autre dégustation confinée. On sera dans les Côtes-du-Rhône. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Les informations vont vous être envoyées par email en début de semaine, lundi. Et vous pouvez nous contacter par email si vous voulez commander les vins pour les avoir. Parce que c'est vrai que c'est quand même sympa si on a les vins avec nous. Donc, si vous voulez commander les vins, si vous commandez les vins là, pendant le week-end, ils seront expédiés lundi matin. Vous devriez les avoir mercredi, ce qui permettra de les laisser un petit peu se reposer jusqu'à la dégustation de jeudi soir. Voilà. Parfait. À bientôt à tous. Bonne soirée. Donc, n'hésitez pas à prendre une partie de la bouteille pour le repas, ceux qui l'ont ouverte. Ceux qui n'ont pas fini. On en a ouvert 2. Hein. Il vaut mieux le mettre sous vide là pour demain si on veut en garder demain, parce que 2 bouteilles à 2, c'est pas mal. Ouais. Bah, moi, j'avais un patron qui disait un Magnum, c'est bien pour 2 quand le deuxième boit pas. Donc, Mais c'est pas chez nous comme ça. Non, mais par contre, oui, si vous avez un vacu vin, ça marche très bien. Oui. Ok, super. Et notamment, là, les 2 rouges qu'on a bu, ils ont assez de puissance et de corps, je pense, pour être bu sur 2 jours sans aucun problème. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Oui. Et n'hésitez pas à les mettre, quand vous utilisez soit le vacu-vin, si vous en avez un, c'est un système tout simple avec une pompe qui enlève un peu d'air. Ça permet de limiter l'oxydation. N'hésitez pas à les mettre au réfrigérateur, même si ça peut paraître criminel pour certains. Ça reste quand même un moyen de conserver un vin sur 2-3 jours. En ce moment, on ne peut pas inviter beaucoup d'amis pour partager plusieurs bouteilles. Donc, il ne faut pas hésiter à trouver des astuces. Et ça fonctionne assez bien. Ce qu'il faut bien faire, c'est sortir 1 heure avant de le déguster. On peut même se verser les verres et ensuite remettre la bouteille au frigo pour le 3e jour, si on n'arrive pas à la finir en 2 jours. Et ça n'arrive pas normalement. Ça permet au vin de se réchauffer dans le verre tranquillement et tout en le préservant. Ah, bonne idée. Voilà. Très bien. C'est plus facile de réchauffer un vin que de refroidir, comme on disait. Et surtout que ces vins, je pense que surtout le Côte de Nuit Village, un petit peu de fraîcheur, ça lui va bien en fait. Oui, mais moi je préfère de toute façon les vins plutôt chambrés que trop chauds. Moi je préfère les boire plutôt frais. Ouais. Je trouve ça. Mais bon, vous avez compris, mon plaisir, c'est plutôt la fraîcheur et la gourmandise que la chaleur. Donc après, voilà, ceux qui aiment des vins un peu plus alcooleux, un peu plus puissants, préféreront probablement les avoir un peu plus chauds. Moi, je préfère les avoir frais. Ouais. Voilà, bon, bonne dégustation, bon appétit à ceux qui vont qui auront la chance de déguster les vins là, au repas, et à votre disposition pour précision. Merci à vous. Merci. Merci à vous. À la prochaine. Merci beaucoup. Maxime. Bonne soirée. À bientôt. Très bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci Arnaud.